À l'appel de plusieurs organisations de la société civile, une foule nombreuse s'est rassemblée au CICB ce samedi. L'objectif de cette mobilisation, dénoncer vigoureusement ce qui est perçu comme une agression de l'Algérie contre les forces armées maliennes. Plusieurs villageois burkinabés vivant près de la frontière avec le Mali ont été contraints de fuir leur foyer à cause des attaques terroristes. Ils ont trouvé refuge au Mali, notamment à Koro. L'invité de ce journal est Mohamed Kenouvi. Avec lui, on parlera de la CAN U17 et du Tour cycliste du Mali. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. À l'appel de plusieurs organisations de la société civile, notamment le CNJ, la foule a pris en assaut le CICB le samedi dernier. À l'ordre du jour, dénoncer l'agression de l'Algérie contre les forces armées maliennes après la destruction par celle-ci d'un drone d'Efama. Soumaïla Fani. Samedi 12 avril, sous une chaleur accablante dépassant les 40 degrés Celsius, le Centre international de conférence de Bamako a refusé du monde. Plusieurs milliers de personnes s'étaient mobilisées pour soutenir les forces de défense et de sécurité, mais aussi pour exprimer leur profonde indignation face à l'agression algérienne à travers la destruction d'un drone de Fama en opération contre les groupes armés terroristes à Tinzaouaten. Initiée par les organisations de la société civile, notamment le CNJ, cette manifestation gigantesque prouve l'attachement de la jeunesse à son pays. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation de notre pays, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Si les relations entre le Mali et son grand voisin du Nord n'ont cessé de se dégrader depuis quelques années, ce dernier acte que les Maliens considèrent comme une agression de l'Algérie est inédit dans l'histoire de ces deux pays. Il suscite donc colère et indignation. Nous sommes à un moment où la responsabilité internationale de l'Algérie est engagée face à l'agression du Mali, en violation de l'article 2, paragraphe 4 de la charte de l'ONU. Et aujourd'hui, il est important de souligner que face à cette situation, l'Algérie devient un danger pour la sécurité internationale. Donc nous sommes venus tout simplement pour dénoncer cet état de fait. Dénoncer également l'ingratitude de l'Algérie face à la République du Mali qui a investi sang et argent pour l'indépendance de l'Algérie. Je pense que le Mali et l'Algérie sont deux républiques sœurs. Il peut y avoir des bruits momentanés, mais avec les dialogues, on ira. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non à l'agression, pour dire non à l'ingérence. Comme le traduit ce film qui a été projeté, qui montre nos liens fraternels, historiques. Donc sur ce, je pense que aujourd'hui, les autorités sont le chemin du dialogue. Nous devrons continuer sur ce. Mais cela n'empêche que le peuple doit jouer son rôle. Le peuple doit s'unir. C'est une opportunité pour tous les Maliens de se donner les mains et de comprendre qu'ensemble qu'on peut faire le Mali. De Bamako à Paris, en passant par les régions du Mali, cette mobilisation témoigne, si besoin en était, du degré d'engagement du peuple malien à la préservation de l'honneur et de la dignité de la nation Mali. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur était face à la diaspora pour des échanges virtuels sur leurs préoccupations en vue de trouver des solutions durables. C'était ce samedi 12 avril. Assetoumani Koulibaly. Il y a un mois, en mars 2025, plus de 520 Maliens avaient été expulsés de la Mauritanie pour faute de carte de séjour. Une situation qui persiste toujours dans les différents pays d'accueil des migrants. Ce samedi, face au ministre de façon virtuelle, la problématique a encore été posée par les représentants du Bureau des Maliens établis à l'extérieur. En effet, à en croire la diaspora, l'un des plus grands défis reste l'accès aux documents administratifs, la lenteur dans la délivrance des passeports, les corrections au niveau de la carte NINA, le manque d'accompagnement des porteurs de projets, mais pas que. On enlève la problématique du NINA, il n'y aura pratiquement pas de problème. Il y en aura toujours. Mais c'est ça qui gangrène, en tout cas, qui a toujours gangréné depuis des années notre communauté malienne de France, à savoir des corrections de toute nature. L'enrôlement, ça va,
ça, c'est pas un problème parce qu'on se fait enrôler, c'est pas un problème. Les corrections, on a des problèmes parce qu'on a nos compatriotes qui ont perdu leur emploi, parce qu'on n'est pas sans savoir que le passeport, l'obtention d'un passeport, il faut déjà être en règle au niveau du bilan. Deuxième point, nous, on a un phénomène qui s'accentue ici en France, c'est le décès de personnes sans prise en charge. Nous, depuis que j'ai été élu au niveau le 30 juin dernier, on a été saisi par 2 fois pour des cas de prise en charge de personnes qui étaient isolées et sans famille, donc ce qui pose pas mal de problématiques parce que les familles sont au Mali et on nous demande de faire la prise en charge de rapatriement. Autant de préoccupations soulignées par la diaspora malienne vivant au Nigeria, en Guinée, en Turquie, en Italie, en Belgique, entre autres. Face aux points mentionnés, le ministre a assuré que chaque préoccupation sera traitée de la meilleure des manières. Je puis vous rassurer que l'essentiel des préoccupations soulevées, des initiatives sont en cours et nous sommes résolument engagés à prendre à bras le corps, dans la mesure du possible, les réponses à l'ensemble de ces préoccupations. De son côté, le président du Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur, lui, a signalé avoir recueilli les consignes données à son niveau pour mieux appuyer le département à poser des solutions plus concrètes. Donc vraiment, moi j'ai reçu les consignes, j'ai fait tout pour faire le maximum, le meilleur de moi-même, afin que tous les enfants du Mali parlent le même langage. Ce que je souhaite, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais l'essentiel, c'est d'essayer. À noter que Tunkablon, le vestibule de la migration est un espace qui se veut d'écouter les préoccupations des Maliens établis à l'extérieur, confrontés à plusieurs problèmes. En sus de l'assurance du ministre sur les difficultés signalées, la diaspora suggère la mise en place des moyens accessibles permettant de mieux propulser les talents maliens. Plusieurs habitants des villages du Burkina frontaliers avec le Mali ont été chassés par des terroristes sévissant dans cette zone. C'est au Mali que ces personnes ont trouvé refuge, notamment à Koro, dans le centre du pays. Ces régions ont enregistré un afflux massif des réfugiés venus du Burkina Faso, exacerbant une crise humanitaire. Djeneba Samaki. Le Mali continue de recevoir des réfugiés sur son territoire dans un contexte difficile. Ces réfugiés, majoritairement burkinabés et nigériens, arrivent successivement notamment dans les régions du centre et du nord, à Bamako et Sikasso, dû à la situation sécuritaire complexe dans le Sahel en général, mais aussi pour d'autres raisons liées à des persécutions. La ville de Koro, dans la région de Bandiagara, a accueilli cette semaine plusieurs centaines de réfugiés venus du Burkina Faso. C'est une situation assez difficile que nous vivons actuellement avec l'arrivée de ces populations sur notre territoire en masse. Et cela intervient dans un moment où notre partenaire technique et financier, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, subit aussi vraiment une restriction au niveau de ses ressources, qui ne nous permet pas vraiment d'être dans les conditions, en tout cas d'agir de façon urgente. Malgré la situation, des initiatives sont en cours pour mobiliser et permettre à ces populations venues en détresse de disposer des documents leur permettant de bénéficier de l'assistance humanitaire et faciliter leur accès aux services sociaux de base. Aujourd'hui, ils vivent vraiment dans des conditions assez difficiles. Parce que ils sont accueillis par la communauté hôte. C'est des familles qui ont accepté d'héberger des milliers de personnes, des centaines de personnes chez eux à domicile. Mais la capacité aussi de la ville, notamment la capacité d'accueil de la ville, elle est assez limitée. Donc cela se traduit aussi par le fait que beaucoup d'entre eux restent sans abri. Créée en 1998, la Commission nationale chargée des réfugiés statue sur toutes les questions liées à l'asile. Leurs activités consistent à l'enregistrement, la documentation et l'accompagnement des réfugiés durant leur séjour sur le territoire malien. Son administrateur superviseur indique qu'à ce jour, la structure a dénombré 135 837 réfugiés et demandeurs d'asile au Mali
et 64 000 qui sont en attente d'enregistrement, majoritairement abrités à Koro. Direction le Gabon avec 90% des suffrages. Selon les résultats provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur, le général Brice Oligui Nguema est élu président du Gabon à l'issue du scrutin du samedi 12 avril où plus de 900 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Aminata Keita. C'est une victoire sans surprise au Gabon. Pressenti comme favori, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a déposé son uniforme pour participer à l'élection présidentielle, a raflé les urnes devant ses concurrents. Il est élu avec 575 200 voix, soit 90,35% des suffrages, avec un taux de participation estimé à 70,4% selon les résultats provisoires. Alain-Claude Billy Bainzé, principal adversaire du général Nguema et ancien premier ministre d'Ali Bongo, n'a obtenu que 3,2%. Les 6 autres candidats n'ont pas dépassé les 1%. Brice Clotaire Oligui Nguema, tombeur de la dynastie Bongo en août 2023, va diriger le Gabon pour un mandat de 7 ans. Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. Qui s'est distingué durant tout le processus électoral. Nous devons désormais tourner la page de l'élection présidentielle. Notre pays est en chantier. Soyons des bâtisseurs de paix et de justice. Si M. Nguema parle d'une nouvelle ère pour le Gabon, ses opposants en revanche l'accusent, au vu de ses fonctions passées auprès des Bongo, d'incarner la continuité du système et de vouloir confisquer le pouvoir qu'il avait promis de rendre aux civils. Le Gabon est un pays riche en pétrole mais avec une économie faible où un tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Selon les médias gabonais, parmi les défis qui attendent le président Nguema figurent le chômage, les problèmes d'électricité, les coupures d'eau, la dégradation des routes, l'insuffisance des transports publics, le manque d'écoles, les hôpitaux défaillants et une dette publique élevée estimée à 73,3% du PIB en 2024. Selon la nouvelle constitution du pays, le poste de Premier ministre étant supprimé à la faveur de la création d'un poste de vice-président, le président élu prendra la tête du pays avec des pouvoirs élargis. Et on parle sport avec Mohamed Kenouvi, invité aujourd'hui de ce 1945. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors on parle de la CAN U17, le match Mali-Burkina. Ces deux pays se sont quand même qualifiés de la deuxième journée de la phase de poule. Comment voyez-vous ce match à AIS? D'abord, il faut dire que la bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il advienne, un pays de l'AES sera en finale. Et maintenant, quand vous prenez ces deux équipes qui se valent, autant sur le papier qu'en dehors, et ces deux équipes qui se connaissent également, parce qu'on sait qu'à la phase de préparation, ils ont eu à livrer 2 matchs amicaux ici à Bamako même. Et la première partie a été remportée par le Burkina, et au match retour, ils ont fait match nul. Et quand on remonte un peu également à la dernière édition de la CAN U17, les deux équipes étaient également dans le même groupe. Le Mali avait pris le dessus lors de la phase de groupe et le Burkina a pris sa revanche à la 3e place. Donc c'est dire que ces deux équipes qui se connaissent aujourd'hui très bien et qui vont vouloir donner tout, parce que on sait quand même qu'il y a un ticket de demi-finale, de finale plutôt en jeu, et ça veut dire tout ce que ça veut dire, et ça donne l'enjeu donc de ce duel ouest-africain, donc qui donne déjà beaucoup de salive à tous les aficionados du football africain. Et donc, quelles sont les chances du Mali demain de gagner? Je dirais que c'est un match pour moi sur lequel on part sur du 50-50, même si on peut être tenté de dire que le Burkina part légèrement favori au vu des résultats des deux équipes lors des 4 matchs qui ont été disputés jusque-là. Le Burkina, c'est 12 buts marqués, 3 buts seulement encaissés. Quand vous prenez le Mali, c'est 7 buts encaissés, mais 6 encaissés. Ça veut dire que le Mali a un problème en défense, et pour ne pas dire un problème de gardien. Qu'à cela ne tienne, je pense que les chances du Mali restent intactes dans ce match, parce que en demi-finale, tout peut se jouer sur un détail, et je sais que nos poulains, nos représentants seront gonflés à bloc, et je sais aussi également, il faut le dire, que l'entraîneur va faire un discours aussi sur le mental, parce que ça va se jouer aussi là-bas, parce que je viens de dire les antécédents entre les deux équipes, donc il faudrait
également un travail, un discours bien travaillé sur ce côté mental pour que les nôtres rentrent sur le terrain avec un seul objectif d'aller chercher ce ticket pour la finale. On va donc souhaiter bonne chance à nos représentants. On va parler cyclisme à présent. Démarré hier dimanche à Sikasso, la première étape du Tour cycliste international du Mali a été remportée par un Belge. Et entre Sikasso et Niena, un Malien s'est emparé du maillot. La concurrence s'annonce rude. Effectivement, la concurrence s'annonce très rude, même pour cette 11e édition du Tour cycliste du Mali, parce que déjà pour la première étape, ça a été gagné par Dedeker Bjorn, le Belge, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, c'est le Malien qui a repris le maillot jaune. Mais un fait quand même qu'il faut remarquer, c'est que hier, à la première étape, certes, le Belge a gagné, mais si vous remarquez, les 11 qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'à la 12e place, ils avaient presque le même chrono, sinon le même chrono, 2h24, 26 secondes. Donc ça veut dire que c'était serré. Et aujourd'hui, celui qui était maillot jaune hier, dès aujourd'hui, il perd son maillot au profit d'un autre. Donc cela veut dire que ce tour nous réserve des surprises à chaque étape et que ça va se jouer jusqu'à la dernière étape. Donc, la preuve, celui qui a gagné aujourd'hui aussi, Tchéboké Diallo, il était classé 15e, si j'ai bonne mémoire. Hier et dimanche à la première étape, autant pour moi. Donc aujourd'hui, il prend la tête. Ça veut dire que ce tour est ouvert, sans compter sur les Burkinabés qui sont très réputés sur les tours du continent africain. Les Marocains également auront leur mot à dire. Donc je crois que ça donne quand même de l'engouement pour cette 11e édition, ce tour du Mali qui revient. Et donc c'est de bon augure pour la suite. Et sur l'axe Niena-Sikasso, on a appris qu'il y a eu un incident aujourd'hui. Oui, malheureusement, il y a eu un incident dont on ne connaît pas jusqu'à présent tous les contours parce qu'il n'y a pas assez d'informations qui ont filtré. Mais ce que l'on sait, c'est que quand même, il y a eu des hommes armés qui ont voulu s'attaquer au peloton. Mais heureusement, l'incident a été très vite maîtrisé et dans la foulée, la course a repris jusqu'à l'étape finale à Niena. Il faut dire que c'est quand même un axe aujourd'hui qui est un peu infesté. On sait que l'insécurité tend un peu maintenant aussi vers le sud du pays. Donc, je classe cela dans ce cadre global, même si les dispositions seront certainement prises. Et d'ailleurs, ça a été précisé dans le communiqué de la fédération pour sécuriser le reste du tour. Et le Malien Yaya Diallo, est-ce qu'il a des chances de garder son titre cette année? Yaya Diallo, oui, pour moi, ce n'est que 2 étapes qui viennent de s'achever. Donc, comme je le disais, il a été 3e dimanche, donc lors de la première étape. Donc, il peut encore bousculer la hiérarchie sur les 5 étapes restantes. Et je sais que c'est quelqu'un qui a la mentalité de ne jamais rien lâcher. Donc, je crois qu'il va faire de son mieux pour garder ce maillot jaune. Ou à défaut, même si le maillot jaune quitte Yaya Diallo, je sais qu'il restera au moins avec le Mali. Il y a Tchémoko Diallo et les autres qui peuvent assurer la relève. Analyse pertinente. Merci beaucoup, Mohamed Kounouvi. Je vous en prie. À très bientôt. Inch'Allah. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.